Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Donc nous sommes arrivés au moment critique. L'enveloppe est tombée sur le cœur, et le cœur s'avère être particulièrement incompressible, et à cause du fait que les nucléons sont tassés les uns contre les autres, et donc le choc est presque élastique. L'enveloppe va rebondir dessus. Toutefois, elle ne peut pas remonter plus haut que d'où elle est partie. C'est comme lorsque l'on lâche une balle en caoutchouc, elle tombe, elle rebondit, mais elle ne remonte pas plus haut que ce qu'on l'avait lâché, à moins de lui donner une vitesse supplémentaire, bien entendu. Mais deux autres facteurs vont contribuer à cette éjection de l'enveloppe. D'une part, lorsque l'enveloppe s'est comprimée, elle a été le siège de réactions nucléaires très intenses, nous en avons parlé, et l'enveloppe est particulièrement riche en hydrogène. C'est surtout dans le cœur que la combustion thermonucléaire s'est produite, il y a eu les couches, mais l'enveloppe est encore de l'hydrogène. Donc, les réactions thermonucléaires vont produire beaucoup d'énergie, énormément d'énergie, de chaleur, de pression, ce qui va contribuer à souffler l'enveloppe. Un autre facteur joue, ce sont les neutrinos. Les calculs sur les propriétés des neutrinos, mais également les expériences en laboratoire, montrent que l'absorption de ces neutrinos particulièrement énergétiques, par un milieu aussi opaque que cette enveloppe comprimée, cette absorption est très efficace. Et ces neutrinos étant très énergétiques, ils vont pousser l'enveloppe. Le mécanisme s'avère être très efficace. Le résultat, c'est qu'après le rebond, l'enveloppe est littéralement pulvérisée dans tout l'espace. Donc, on a une explosion d'une extrême violence. Pour donner l'idée de la violence de cette explosion, lors de cette explosion, la supernova devient particulièrement brillante. Elle devient très lumineuse. Et elle est aussi lumineuse, pendant quelques heures, elle est aussi lumineuse que la galaxie tout entière, à savoir 200 milliards d'étoiles, ce qui donne une idée de l'intensité lumineuse de cette explosion. Une telle étoile qui explose s'appelle une supernova, et c'est donc le destin des étoiles de masse supérieure à 10 masses solaires. Plus exactement, on les appelle des supernovas dites de type 2. Il y a quelques classements en fonction du type de spectre, etc. L'enveloppe elle-même est éjectée dans le vide à une vitesse de 20 000 km par seconde. Donc c'est énorme. C'est plus rapide que n'importe quel engin fabriqué par l'homme, même dans l'espace. 20 000 km par seconde. Le cœur, lui, de l'étoile, qui était déjà très dense, qui a subi une pression énorme due à l'enveloppe qui lui tombe dessus, subit aussi le contre-coup de cette explosion, qui le comprime encore plus. Comme je l'ai dit, il est pratiquement incompressible, mais cela va accélérer la transformation des protons et électrons qui fusionnent en neutrons. La production de neutrons, déjà très importante, s'amplifie encore. Notons que pour des étoiles dont la masse initiale est supérieure à 10 masses solaires, le cœur est d'une masse nettement supérieure à 1,4 fois la masse du Soleil. C'est la fameuse limite de Chandrasekhar. Donc on est nettement au-dessus de la limite des naines blanches. Et le cœur ainsi très dense, très comprimé, la densité nucléaire, la densité des noyaux, est alors essentiellement formé de neutrons. On a donc une grosse boule de neutrons. Et on reviendra sur ce type de corps. L'enveloppe qui est éjectée dans l'espace, à grande vitesse, a subi de fortes réactions nucléaires, très riches, très fortes. Et donc, elle est fortement enrichie en éléments lourds jusqu'à l'uranium. Donc ici, par élément lourd, on n'entend plus seulement le carbone, l'oxygène, mais tous les éléments, y compris de l'uranium.
Et tous ces éléments vont se disperser et enrichir le milieu interstellaire, et notamment les nuages de gaz voisins. Et pourront se retrouver lors de formations ultérieures d'étoiles qui peuvent se produire très vite, parce que sous l'onde de choc de la supernova, nous l'avons vu, cela provoque des perturbations qui peuvent engendrer la création d'étoiles et de planètes. Et ces planètes vont donc hériter d'éléments tels que l'uranium. C'est ce qui est arrivé à notre bonne vieille planète. Cette idée de synthèse des éléments est particulièrement intéressante. On peut mesurer les abondances des différents éléments dans l'univers. Dans les étoiles, dans les nuages de gaz, on peut faire le recensement. D'où viennent tous ces éléments? Alors, pour les récapituler, nous avons parlé de la nucléosynthèse primordiale au tout début de l'univers, qui a surtout fabriqué de l'hydrogène, de l'hélium et quelques traces de deutérium et lithium. On a aussi cette nucléosynthèse qui se produit dans l'enveloppe, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse explosive. Et elle explique la grande abondance dans les poussières interstellaires de carbone, d'oxygène et de fer. Et c'est ce qui explique aussi que sur Terre, cela fasse partie des éléments parmi les plus abondants. L'oxygène, le carbone et le fer sont très abondants sur la planète Terre, ainsi que l'azote et quelques autres. Un autre phénomène important dans cette synthèse d'éléments, c'est la photodésintégration. Nous l'avons dit, lors de la synthèse explosive, il y a un fort flux de rayonnement gamma très intense qui va briser des noyaux. On doit tenir compte dans le calcul des éléments synthétisés. Dans la masse de gaz et d'éléments qui est éjectée de l'espace, toutes sortes d'éléments ont été fabriqués. Également, des atomes radioactifs. Certains ont une longue période de vie, comme l'uranium, d'autres ont des durées de vie plus courtes. Ils se désintègrent et vont former des éléments plus légers. Et d'ailleurs, dans le spectre lumineux des supernovas, on peut détecter des raies caractéristiques de la désintégration de certains éléments, comme le technétium. Enfin, il y a un autre phénomène qui joue un rôle important, c'est ce qu'on appelle la spallation. Alors, la spallation, ce sont des atomes qui sont dans l'espace et qui vont être frappés par des rayons cosmiques. Ça va provoquer des réactions nucléaires qui vont former des éléments plutôt rares. En fait, des éléments qui ne se forment pas naturellement dans la nucléosynthèse. La nucléosynthèse ne forme que certains types d'éléments, d'autres ne se forment pas parce qu'il n'y a pas les bons éléments fusionnés pour les fabriquer. Question de simple comptage de protons et de neutrons. Ils ne font pas nécessairement partie non plus de chaînes de désintégration radioactive. Donc la spallation va fabriquer ces éléments et qui restent en faible quantité, parce qu'évidemment, on n'est pas baigné dans un flux extrêmement intense de rayons cosmiques. Et c'est ainsi que l'on retrouve un certain nombre d'éléments plutôt rares dans le tableau périodique et que l'on trouve en toute petite quantité sur Terre, comme les terres rares, qui jouent un rôle important maintenant dans la fabrication, par exemple, des téléphones portables. On peut calculer tout ça. On peut calculer la nucléosynthèse primordiale, la nucléosynthèse explosive, la spallation, on peut faire tous les calculs nécessaires. C'est difficile parce qu'il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu, énormément de situations, mais on peut mener ce type de calcul, et si on compare aux abondances qui sont donc observées dans les nuages, dans les étoiles, etc., ça correspond plutôt bien. Donc c'est plutôt rassurant pour ce qui est de nos modèles en astrophysique. Alors j'ai dit que ce type de supernova était les supernovas de type 2. Et donc forcément, on se doute bien qu'il doit y avoir un type 1. Les supernovas de type 1 sont d'une nature très différente. Ce ne sont pas des étoiles vieillissantes qui explosent. Elles sont dues à des étoiles doubles, ou dans le cas où le couple d'étoiles doubles est formé d'une naine blanche et d'une géante rouge. Les
étoiles doubles étant fréquentes, ce genre de situation n'est pas si rare. Et ainsi, on va avoir une naine blanche et une étoile, généralement de masse différente, et on va avoir un point, disons ici, qui est le point d'équilibre gravitationnel, où un corps qui se situe à cet endroit-là serait autant attiré par une étoile que par l'autre. Celle-ci vieillit et se transforme en géante rouge. Elle va se mettre à grossir, et à un moment donné, elle atteint ce point d'équilibre. Et donc toute la matière qui est au-delà tombe vers la naine blanche. Et la naine blanche va ainsi, littéralement, aspirer le contenu de sa voisine. Elle la cannibalise. La température à la surface d'une naine blanche est assez élevée, de l'ordre de 10 millions de degrés. Rappelez-vous, je dis, c'est une étoile éteinte, mais qui se refroidit très lentement. Donc la surface est de l'ordre de 10 millions de degrés. Et une couche de gaz frais tombe sur cette naine blanche. Alors au début, elle ne va pas entrer franchement en contact. C'est le même phénomène que lorsque vous laissez tomber une goutte d'eau sur une plaque brûlante. Un coussin de vapeur se produit qui fait que la goutte reste en suspension, en fait à 1/10 de millimètre de la surface. Et elle remue très facilement, très rapidement sur son coussin de vapeur sur la plaque. C'est le même phénomène ici. La surface étant très chaude, une couche de vapeur peu dense mais très bouillante, brûlante, se forme, soutenant la couche plus froide et fraîche. N'oublions pas que la température de surface d'une géante rouge est de l'ordre de 4000 degrés seulement, par rapport aux 10 millions de degrés de la naine blanche. Mais cette couche s'accumule de plus en plus. Et il arrive un moment où la quantité de matière va dépasser une certaine masse, une masse critique. Et à ce moment-là, la masse va tomber et toucher la surface de la naine blanche. Et on a là un gaz frais, formé essentiellement d'hydrogène, qui entre en contact avec une surface à 10 millions de degrés. Cela va donc entraîner des réactions nucléaires très intenses, brutales. Si on a une petite naine blanche, une toute petite naine blanche, la quantité d'énergie sera modeste et on va avoir simplement un fou. Un peu comme une arrivée de gaz un peu soudaine dans une tuyauterie d'un bec de gaz. Un bouf. Ce sont les novas dont nous avions parlé tout au début. Mais si la naine est un peu plus grosse, la quantité de matière qui tombe est plus importante, la réaction est plus forte, et là c'est boum, boum, la naine est pulvérisée. C'est une explosion thermonucléaire. En fait, on pourrait parler presque de bombes thermonucléaires stellaires, parce que ça fonctionne un peu comme les bombes thermonucléaires humaines. Le spectre lumineux de ce type d'étoiles qui explosent est très différent de celui des supernovas que nous avons décrits. On sait donc très bien les identifier. Le spectre lumineux, au cours du temps, d'une étoile, un supernova de type 2, monte très fort et puis descend de manière exponentielle. Celui des types de type 1, donc celui des naines. Tandis que celui des types 2 est un peu plus chaotique. À cause de l'effondrement, du rebond, ça entraîne des courbes plutôt comme ça, en escalier, qu'on sait donc bien identifier. Le spectre aussi est très différent, parce que l'hydrogène qui tombe là-dessus, c'est de l'hydrogène presque pur, avec de l'hélium. Mais il n'y a pas beaucoup d'éléments lourds, ceux-ci sont synthétisés au centre, pas en périphérie. Et donc, le spectre des supernovas de type 1 est pauvre en éléments lourds. Alors que dans les supernovas de type 2, nous l'avons dit, l'explosion engendre énormément d'éléments lourds et le spectre lumineux est très riche en éléments lourds divers.
courbe lumineuse et le spectre de cette explosion ne dépend pas beaucoup de la nature des étoiles, de leurs caractéristiques internes, puisque tout se produit en surface. Et donc, à peu de choses près, les caractéristiques ne dépendent que de la masse de la naine blanche. C'est la naine blanche qui fait qu'il y a une certaine quantité de matière qui tombe dessus et qui explose à un moment donné. Donc, les courbes sont très précises, ne dépendent que d'un seul paramètre, la masse de la naine blanche. Et en particulier, la durée de cette courbe et son intensité maximale sont très bien liés entre eux. On peut littéralement tabuler et dire telle intensité, telle durée, telle intensité, telle durée. Et c'est très précis. Et donc, ça en fait de bonnes chandelles pour mesurer les distances. Parce que on mesure facilement la durée et on a l'intensité en valeur relative. On peut donc, grâce à ces tableaux, en déduire la valeur absolue en fonction de la durée et dire cette supernova se situe à telle distance. De plus, les supernovas sont extrêmement brillantes. Nous l'avons dit. Et donc, on peut les détecter même dans des galaxies extrêmement lointaines. Elles n'explosent pas souvent, mais on a maintenant des instruments qui sont capables de faire de l'observation dite en champ large. C'est-à-dire qu'on observe une bonne portion du ciel et on observe des milliers et des milliers et des milliers de galaxies en même temps. Et c'est traité par ordinateur, et c'est l'ordinateur qui va dire à un moment donné, attention, supernova là. On mesure ses caractéristiques, etc. Et donc ça permet de faire un certain nombre de tests cosmologiques, mesure du taux d'expansion de l'univers, etc. Notons encore aussi que, bien qu'elles ne soient pas fréquentes, je l'ai dit en moyenne une par siècle, les supernovas jouent quand même un rôle fort important dans la dynamique des galaxies. Parce qu'étant des explosions phénoménales, elles perturbent fortement la galaxie. Elles injectent une bonne quantité de gaz là où elles explosent, perturbent les nuages de gaz, créent des flambées d'étoiles, et donc elles jouent un rôle majeur dans l'évolution d'une galaxie. Voilà, nos étoiles sont mortes. Elles sont devenues des naines ou elles ont explosé. Maintenant, il nous reste à étudier les cadavres. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons de plus près le premier de ces cadavres, qui est la naine blanche. Et donc, nous verrons les propriétés des naines blanches en détail. Je vous remercie.